Alors, bonsoir à tous et à tous, bienvenue à cette nouvelle Unipop Art, Littérature et Cinéma. Alors, vous l'avez vu sur l'écran d'attente avant le générique, nous avons dû changer le programme en dernière minute puisque Claude Aziza, qui avait hâte de venir nous parler d'opérette, n'a pas pu se rendre à Pessac, donc nous avons rapidement changé le programme. Donc pas d'opérette, mais de l'opéra au cinéma. Donc c'est l'occasion de vous montrer deux grands films récemment restaurés, dont Évogue le navire, que vous avez sûrement pu voir à 16h avant cette conférence. Et après, je vous invite chaleureusement à découvrir Carmen de Carlos Saura, un film qui n'a pas vieilli et qui est magnifique. En parlant de Évogue le navire, notre intervenant de ce soir, qui est avant tout spécialiste de l'opéra au cinéma, est également un grand amateur de Fellini. Donc je vous présente Patrice Lajus. Bonsoir. Merci pour votre présence, merci d'avoir réagi très rapidement et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes un intervenant local puisque vous venez d'à côté, de Bordeaux. Et donc, je le disais, vous êtes un amateur de Fellini. Vous avez écrit de nombreux textes à son sujet, dont récemment votre dernier livre, Federico Fellini, Grand sourcier de l'imaginaire, qui sera disponible à la vente et à la signature dans le hall après cette conférence. Et puis donc évidemment cet ouvrage Somme, l'opéra à l'écran, coécrit par 15 spécialistes du cinéma et de l'opéra, dirigé par Jean-Max Méjean. Donc vous avez écrit sur 6 films en particulier, vous allez nous en parler ce soir. Je vous conseille évidemment ce livre, où plus de 1000 films sont cités et 50 décortiqués par des spécialistes. Et je précise également que vous avez aussi travaillé sur d'autres grands cinéastes comme Tim Burton, Alejandro Jodorowsky qu'on a reçu en début de saison, Bruno Dumont, Pasolini. Donc voilà, je vous laisse démarrer cette Unipop. Très bonne conférence à tous. Merci beaucoup Alix Dole et merci donc à l'Unipop et au cinéma Jean Lesage de m'accueillir ce soir. Je vais solliciter tout d'abord votre indulgence pour ceux, en tout cas, et celles qui attendaient impatiemment Claude Aziza, que je vais m'efforcer donc de remplacer au mieux pour vous parler d'opéra et non pas d'opérette. Alors, comme l'a dit Alix tout à l'heure, je suis d'autant plus touché de présenter cette soirée que je suis un grand amoureux, je vais dire, du cinéma de Fellini. Fellini m'accompagne depuis très longtemps. C'est peut-être mon réalisateur favori, je vais dire, et qui m'accompagne depuis l'adolescence, qui est assez lointaine, comme vous devez le constater, du moins sur le plan physique. Donc, très heureux de commencer par parler de E la nave va, le titre original de Évogue le navire. On ne pourrait trouver plus approprié, en effet, pour évoquer les relations entre le cinéma et l'opéra, puisque c'est à partir d'un livre auquel j'ai collaboré que je vais suivre le parcours ce soir de mon exposé. Alors, ce film de Federico Fellini est sorti en 1983. Et on peut dire qu'il s'agit d'un hommage autant au cinéma qu'à l'opéra, en même temps qu'une méditation sur l'histoire et le destin collectif, que le cinéma effectue assez régulièrement et que même l'opéra parfois met en jeu. Alors ce film paraît, pour ceux qui connaissent Fellini, est un peu atypique, je dirais, dans sa filmographie, par sa tonalité, son style plus retenu que dans d'autres œuvres, encore qu'on retrouve certains aspects de caricature qui se retrouvent dans d'autres films. Et on pourrait dire qu'il est un peu viscontien, de par l'époque où il se situe, le fait que ce soit un film en costume. Et pour ceux qui connaissent bien sûr les films de Luchino Visconti, on en parlera tout à l'heure, on peut songer à un certain nombre d'œuvres de lui. Alors Visconti et Fellini ont été assez longtemps des rivaux, mais bien sûr, enfin, ils ne sont pas exactement de la même génération, mais ils s'estimaient beaucoup cependant. En tout cas, il y a cet aspect que l'on peut évoquer de Visconti, puisque Visconti est en même temps un grand metteur en scène d'opéra. Il a mis en scène notamment, c'était une amie et une partenaire, Maria Callas, dans de nombreux opéras. Et précisément, c'est à Maria Callas que fait penser la défunte cantatrice qui est au cœur de ce voyage dans Évogue le navire,
Edmea Tetua, qui est une cantatrice fictive. Mais précisément, elle fait penser à la Calas puisque Fellini et son scénariste Tonino Guerra ont pris pour point de départ de leur film la dispersion des cendres de la Calas qui a été faite en 1980 en mer Égée. Donc c'est une des sources d'inspiration précisément du film. On pense à la Calas lorsqu'on évoque cette cantatrice fameuse. En même temps, ils ont situé le film au tout début du XXe siècle. Après l'attentat de Sarajevo, c'est précisément évoqué à l'intérieur du film, et donc avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il y a donc une dimension véritablement historique. Pour la partie musicale, qui est évidemment déterminante, c'est le compositeur Gianfranco Plenizio, qui est un musicien, chef d'orchestre, qui a adapté des thèmes musicaux de Verdi, essentiellement, pour la part en tout cas qui concerne l'opéra, mais aussi des musiques que vous pouvez reconnaître au fil du film de Rossini, Schubert, Tchaïkovski, Johann Strauss, Debussy, des musiques qui se mélangent à certains moments. Alors, il faut préciser que c'est le deuxième film que Federico Fellini réalise après la mort de son musicien favori et très ami qui a accompagné toute sa carrière, qui est Nino Rota, qui a commencé avec lui à travailler en 1951 sur son premier film, Le Chèque Blanc, et qui n'a arrêté qu'avec Intervista en 1979, année de son décès. Et donc, par la suite, Fellini a eu un peu de difficulté à trouver des musiciens qui lui correspondaient. Et le dernier étant Nicola Piovani, qui a d'ailleurs repris un peu le style de Nino Rota. En tout cas, dans ce film, ce n'est pas une musique originale, vous avez pu entendre, donc surtout, comme je le disais, des reprises de grands airs classiques et de grands airs d'opéra. Mais bien sûr, ce musicien Gianfranco Plenizio a quand même un rôle très déterminant il a dirigé d'ailleurs l'orchestre, pour mettre en valeur ces morceaux musicaux. Alors, il faudrait d'ailleurs évoquer un petit peu le rapport de Fellini à la musique qui est très particulier. Fellini disait qu'il n'aimait pas écouter de musique en dehors d'un contexte, à savoir lorsqu'il tournait des films. Et ce n'était pas par indifférence, mais par excès de sensibilité. Et d'ailleurs, on le retrouve à certains moments du film, pour ceux qui l'ont vu, on voit cette hypersensibilité de quelques personnages à la musique. Donc, il avait en quelque sorte une vulnérabilité émotionnelle telle que ça le bouleversait souvent et trop facilement. Si bien qu'il se protégeait quasiment de la musique. Alors qu'avec Nino Rota, il travaillait au piano à côté de lui et ils arrivaient ainsi il arrivait à composer avec lui, selon ses intentions, les airs qui étaient nécessaires pour son film. Quant à son rapport à l'opéra, il est aussi un peu distant, mais l'opéra, dit-il, fait quand même partie de lui. Et alors, dans un livre d'entretien avec Giovanni Grazzini de 1983, qui est à peu près la période justement de réalisation de Évoque le navire, voici ce qu'il dit à propos de l'opéra. Le critique et auteur lui fait parler de la musique, et il lui a donc fait remarquer qu'il n'aimait pas, en général, qu'il évitait d'écouter de la musique trop souvent. Et voici à propos de l'opéra ce qu'il répond. L'opéra a un aspect de folie qui fascine bel et bien. Mes réserves, c'est que je n'y connais absolument rien. Ou plutôt, oui, l'opéra fait partie de mon italianité, tout comme les Bersaglier, Garibaldi, les empereurs romains, et tant d'airs célèbres, des voix qui nous accompagnent depuis toujours. Je les ai toujours entendus chanter, ces airs. Toutes nos tantes et cousines, nous les avons vues laisser tomber des larmes sur leurs broderies en chantant « On m'appelle Mimi », cependant que les oncles piquaient des colères en hurlant « Si j'étais ce guerrier ». Il s'agit d'un air d'Aïda. Il s'agit là de faits tellement liés à nous qu'ils nous deviennent étrangers, de même que l'inconscient. À travers cette déclaration, donc Fellini a l'air de dire qu'il ne connaît rien à l'opéra, mais en même temps, il affirme qu'il fait partie de lui, en tant qu'Italien, que c'est un élément vraiment constitutif de son existence culturelle, d'une certaine manière. Et on le voit bien dans l'utilisation qu'il fait de
de l'opéra dans ce film, qui fait partie intégrante de la vie des personnages. Outre qu'il s'agit, ces personnages, pour beaucoup d'entre eux, de chanteurs lyriques. Alors je ne résiste pas, dans ce préambule, à vous lire un autre petit extrait de ces déclarations de Fellini, où il évoque malgré tout une adaptation de la Traviata qu'il a regardée à la télévision. Alors Fellini a beaucoup d'humour, vous allez constater, de fantaisie, qu'il décrit en même temps, il se livre en disant cela à une satire un peu de certains excès de transmission télévisuelle. Donc voici ce qu'il raconte sur une expérience où il a regardé à la télévision, qui était une de ses cibles, il faut le dire, dans plusieurs de ses films des dernières années. Il déplorait beaucoup, notamment la télévision de Berlusconi, avec sa publicité, avec ses excès de spectaculaire, souvent un peu mal placés. Alors voici ce qu'il dit. Un soir, j'ai vu à la télévision une adaptation délirante de la Traviata. Le metteur en scène ainsi que ses caméramens allaient et venaient sur la scène comme ceux qui attendent que leur épouse accouche, en zoomant avec l'objectif sur tout, les tapis à terre, les chaussures, les clous du plancher, les dents d'or des chanteurs. On aurait pu ajouter même l'image d'un détergent. Ce metteur en scène ne demeurait pas un moment tranquille. Et à l'écran, des premiers plans qui débordaient, à tel point qu'on s'avisait que le ténor était de Caserte et le soprano de Venise. Eh bien, malgré le massacre de cette adaptation, malgré les têtes des chanteurs, et bien que je fusse tout seul, la lumière allumée dans une petite pièce chez moi, et on entendait de temps à autre dans la rue les sirènes des voitures de la police courant on ne sait où, malgré tout cela, j'ai pleuré comme un veau toute la soirée. Le premier acte s'achevait et je pleurais. Le deuxième acte commençait et moi, à la troisième mesure, je recommençais à pleurer. Bien content de pleurer. Il se peut que cet opéra, la Traviata, soit la perfection absolue, une sphère, le pur sentiment. Le fou de la télévision n'avait pas réussi à la détruire. Alors, donc, voyez bien que, en fait, je parlais d'hypersensibilité, voire de vulnérabilité à la musique tout à l'heure, et on le voit ici dans ce passage, où il y a vraiment une forte implication émotionnelle de la part de Fellini. Et cet extrait, on se le rappellera lorsque je parlerai tout à l'heure de la manière d'adapter aussi des opéras à l'écran. Alors pour terminer ce préambule en revenant sur Évoque le navire, je dirais que les paroles des extraits d'opéra que vous avez entendus au début et à un certain moment, il y a forcément des chants extraits, en particulier de Verdi. Ils ont été modifiés par rapport au livret original par le poète Andrea Zanzotto. J'ai parlé tout à l'heure de Tonino Guerra, qui est le scénariste de Fellini dans ce film, qu'il a été aussi pour Amarcord, que certains doivent connaître. Tonino Guerra était avant tout un poète. Andrea Zanzotto est aussi un poète. Et donc les paroles lyriques du film ont été réécrites par lui-même. Et j'ajouterais, pour dire que c'est un film de poète, que Federico Fellini est aussi un poète. Ne serait-ce qu'aussi sur le plan de l'étymologie du terme, c'est-à-dire la création, parce que ce film est une création totale. Le premier chant, qui est entonné par le chœur montant des passagers qui se rendent sur le navire, et je précise qu'il est extrait, on le retrouve un peu plus tard, de La force du destin de Verdi. Verdi, bien sûr, qui est l'archétype du compositeur d'opéra italien. Et La force du destin, ce titre, va très bien au film. C'est un peu, en effet, le destin qui va frapper. Et on peut dire que même si c'est en souriant parfois, que le film est une tragédie. Alors, je vous invite à revoir un petit extrait de ce début du film, et pour ceux qui ne l'ont pas vu tout à l'heure, ainsi de le découvrir. Nous allons regarder un extrait de la séquence d'ouverture. Donc ce début, c'est très significatif de l'intention du film. J'ai parlé tout à l'heure d'un hommage au cinéma. Vous avez remarqué, pour ceux qui ont vu la totalité du film, donc au début, Fellini offre en quelques minutes un raccourci de l'histoire du cinéma. Il commence avec des images en noir et blanc, muettes entièrement. On vire un peu après au sépia. On a à un moment donné l'introduction du son seul, et puis le chant, la musique.
Alors ce passage précisément correspond à l'introduction du son et de la musique, et ils sont lancés d'ailleurs par le chef d'orchestre qui est un des personnages, puisqu'il s'agit de l'embarquement d'une troupe d'opéra, enfin de chanteurs d'opéra et d'un orchestre aussi qui les accompagne. Donc c'est le début du son et du chant qui apparaît dans ce passage. Alors évidemment c'est anachronique par rapport à l'histoire du cinéma, puisque le son interne dans l'appareil cinématographique n'apparaîtra que plusieurs années après. Bon, n'empêche, pour Fellini c'est un raccourci de cette histoire. Et de même apparaît la couleur dans ce passage. À un moment donné, les couleurs virent, on passe du noir et blanc progressivement à la couleur, au moment de l'embarquement et de l'arrivée sur le navire. On peut remarquer dans cet extrait l'adéquation entre le rythme du montage et le rythme musical, qui sont conjoints. On remarque aussi la présence d'une totalité des personnages du film, qui vont être les acteurs principaux donc, du récit, à savoir tous ces chanteurs et cantatrices d'opéra, mais aussi la diversité des classes sociales présentes. Il y a des spectateurs. Ce ne sont pas les spectateurs d'un opéra, mais c'est le peuple qui vient regarder le départ du navire et en même temps voir ces vedettes qui sont de grands chanteurs bien connus du public. Donc il y a toutes les classes sociales qui se trouvent assemblées sur le quai, en même temps que les autorités. On remarque que, évidemment, à un moment donné, la solennité qui va apparaître dans le déroulement des mouvements et une certaine ritualisation, l'aspect cérémonieux lors de l'arrivée des cendres et de la montée des personnages sur le bateau. Tout le monde à un moment se met à chanter. Le chant, on peut dire, va réunir la diversité des personnages, puisque non seulement les chanteurs d'opéra entonnent le chant du départ, qu'on peut dire, mais même la foule, tous les gens qui sont là chantent. On passe de la foule au chœur, on peut dire, à une forme de chœur. On peut voir aussi, de ce fait, les opposés qui vont en fait se résoudre, l'opposition entre le haut et le bas. Alors, il apparaîtra bien sûr, et il apparaît dans les classes sociales, mais enfin, il y a aussi, sur un plan purement physique, l'opposition entre le quai, le niveau du sol, et le navire, qui est très haut, et avec la passerelle qui établit évidemment le passage, avec un moment où les personnages chantent en rythme lorsqu'ils montent cette passerelle. On peut remarquer sur le plan de l'adéquation aussi du langage cinématographique avec la situation, les plongées et les contre-plongées très fréquents, et aussi le jeu sur ce qui est évidemment très courant au cinéma, le chant et le contre-chant, lorsqu'on voit le bateau ou lorsqu'on voit les quais. Et on pourrait être tenté de superposer d'ailleurs les expressions homonymes, chant, contre-chant cinématographique avec un P, et le chant, contre-chant de la musique avec un T. Donc, dès ce début, le cinéma, la musique, l'opéra sont étroitement imbriqués, y compris dans la forme du film. Je terminerai par dire qu'on voit que l'artifice est délibérément exhibé dans le film. Ça peut surprendre certains, le film est entièrement tourné en studio. L'artifice n'est pas gommé, il est assumé, il est exhibé. Et ça, c'est une réalité, c'est un fait très propre à Fellini, qui depuis plusieurs années avait choisi, alors qu'il est parti du néoréalisme, et tourné bien sûr donc de ce fait dans les années 50 dans des lieux tout à fait de la réalité, il est passé à un cinéma plus de studio, pas seulement, mais beaucoup, où il se plaisait à reconstituer le réel entièrement. Je me souviens qu'il disait, par exemple, il plaisantait au moment du film pour évoquer les effets spéciaux des grands films hollywoodiens en disant que moi, mon cuirassé, il est peint, ça m'est complètement égal, vous voyez, avec un peu de fumée au-dessus. Il faisait exprès de présenter cela presque, j'allais dire, en réaction aussi contre les sophistications des trucages. Pas de trucage, une mer en plastique. Et en ce sens, il rejoint évidemment l'opéra, parce que l'opéra, c'est aussi, bien sûr, un art de l'artifice. On ne chante pas couramment dans la vie à pleine gorge, comme on le voit dans les opéras. Et
Donc, vous avez vu aussi la fin du film, ceux qui sont allés jusqu'au bout du film, qui l'ont vu intégralement. Il y a tout d'un coup le recul sur le studio, la machinerie, les coulisses, le procédé donc qui est totalement découvert à la fin du film. Et la signature de Fellini qui se trouve derrière la caméra, mais on ne le voit pas vraiment bien, mais il signe son film en avançant vers nous. C'est une caméra qui nous regarde, car d'une certaine manière, parfois les films aussi nous regardent. Alors voilà pour ce début, donc, où j'ai pu faire un rebond à partir de ce film qui pour moi est majeur dans l'œuvre de Fellini et un peu unique. Et donc je vais en venir à évoquer mon livre sur l'opéra, le livre donc où j'ai collaboré, qui est un livre qui traite donc des relations entre l'opéra et le cinéma tout au long de l'histoire du 7e art. Alors ce livre est édité par Grémez, c'est un éditeur italien dont le siège se trouve à Rome, et il publie des livres donc aussi en français, simultanément, traduits, qui regroupent souvent, lorsqu'il s'agit d'ouvrages collectifs, d'ailleurs des auteurs des deux pays. Il y a certains ouvrages sont écrits par des spécialistes italiens et aussi des Français. Alors celui-ci est essentiellement français, donc il y a une vingtaine d'auteurs, et il a été dirigé par le critique et écrivain Jean-Max Méjean, auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma. Quant à l'iconographie centrale, il y a une riche iconographie au centre de l'ouvrage, avec des photogrammes de films nombreux. Elle a été réalisée par un grand critique italien, auteur de livres aussi nombreux, qui s'appelle Enrico Giacovelli, qui a également mis au point une filmographie très complète. Alors, deux mots sur ces deux aspects. L'iconographie donc centrale, elle est réalisée à partir des titres d'opéra, de A à Z. Et pour chaque opéra choisi, le premier c'est Aïda, il y a donc des images de plusieurs films où interviennent de manière plus ou moins directe et plus ou moins importante des opéras, ou l'opéra en question, plus exactement. Voilà, donc en partant de Aïda. Alors, le livre est également... et alors, la filmographie finale, qui est très complète, elle part du cinéma muet. Alors, vous allez dire, comment se fait-il qu'on puisse parler de films d'opéra pour le cinéma muet? Bon, mais on en parlera un petit peu après. Mais enfin, ça démarre en 1903 avec un film de Georges Méliès, qui est Faust aux Enfers. Et le dernier film évoqué dans cette filmographie terminale du livre, c'est Ténor de Claude Zidi Junior de 2022. Ce qui est l'occasion aussi de dire la diversité, parce que dans le livre, ce film Ténor est également traité. Évidemment, tous les films donc, de la filmographie ne sont pas traités dans le livre, et ce n'est qu'un choix d'une quantité réduite de films par rapport à tout ce qui est dans la filmographie. Mais en tout cas, dans les choix de traitement complet d'un film, il y a des films disons, il n'y a pas de hiérarchie, il y a des films très différents qui peuvent être parfois très exigeants. Alors je citerai un film de Jean-Marie Straub et Daniel Huillier, qui sont des cinéastes exigeants et pas très connus pour cinéphiles avertis, je dirais, qui ont adapté aussi un opéra pas forcément facile, c'est Moïse et Aaron de Schoenberg. Et vous pouvez aussi bien trouver un article sur La Grande Vadrouille de Gérard Houry, qui n'est pas un opéra entier, bien évidemment, mais où il y a l'opéra au début du film qui apparaît. Alors, je vais évoquer maintenant le déroulement du livre. Ce livre est composé donc de 5 grandes parties. La première traite de l'adaptation d'un opéra à l'écran, ce qui est souvent ce qu'on attend évidemment quand on parle d'opéra au cinéma, un opéra entier qui est présenté sur l'écran, dans un film. La deuxième partie, c'est l'opéra acteur du film, c'est-à-dire ce sont des opéras qui peuvent intervenir à un moment dans une histoire et qui vont avoir un rôle assez déterminant dans le déroulement de l'intrigue. La troisième partie, c'est l'opéra comme espace de jeu et d'action, autrement dit, le lieu lui-même de l'opéra qui sert de cadre, au moins à un moment du film. C'est le cas justement de La Grande Vadrouille dont je parlais tout à l'heure. Quant au la quatrième partie, la mise en scène opératique, elle évoquera des films qui peuvent ne pas
présenter véritablement un opéra, mais qui, dans la forme, dans le sujet, le style, fait penser à l'opéra. Je cite, je parlais de Maria Callas tout à l'heure, je citerai donc Médée, où joue Maria Callas, de Pier Paolo Pasolini, dans lequel donc elle ne chante pas, mais elle joue le rôle de Médée. Et on peut dire que le film lui-même a un style, dans sa mise en scène, des aspects qui peuvent faire penser à un opéra. Quant à la dernière partie, l'opéra inspirateur du film, elle est, disons, assez générale. Ce sont des films dans lesquels, à un moment donné, un aspect de l'opéra peut apparaître, ou des films qui font penser à l'opéra. Et ce peut être le cas de comédies musicales comme West Side Story, qui n'est pas à proprement parler un opéra, mais qui, malgré tout, est chanté intégralement, ou certains films de Jacques Demy, par exemple, qui peuvent être aussi évoqués dans ces passages, ou bien des films dans lesquels on va voir, disons, des liens plus ou moins directs avec un opéra. Alors, je vais maintenant donc donner peut-être une réflexion un peu plus générale sur ce lien entre l'opéra et le cinéma, où nous parlerons donc d'une part de ce qui est un peu spécifique dans l'apport que peut avoir le cinéma. Alors l'opéra, bien sûr, je ne vais pas y revenir, c'est sur des détails de l'histoire de l'opéra, mais c'est un genre qui lui-même est un peu composite, puisqu'il mélange, bien sûr, à l'origine, la musique et le théâtre, et qu'il a connu donc des développements divers suivant les époques et les pays. En tout cas, l'opéra, et par exemple c'était le cas chez Wagner, avait une ambition d'œuvre totale. L'opéra, nous ne l'oublions pas, alors l'origine d'opéra c'est opus en latin, l'œuvre donc. Il va désigner, tout à l'heure je parlais de l'espace de jeu, et après il va désigner aussi la salle dans laquelle par métonymie se représente l'œuvre de l'opéra. Mais à l'origine donc c'est l'œuvre, et il y a l'idée d'une œuvre totale, d'une œuvre plutôt totalisante. Alors le cinéma, évidemment, avait aussi à l'origine un peu cette ambition d'aboutir à un art total. Le cinéma, dès ses origines, emprunte à la littérature, au théâtre, à la peinture d'une certaine manière par l'image, donc aux arts visuels, bien évidemment, puisque c'est avant tout ce qui le caractérise. Et je vais ajouter même à la musique. Parce que, au fond, il n'y a jamais eu de cinéma. Enfin, le cinéma, évidemment, techniquement, était à l'origine muet, mais il était toujours accompagné de musique. Lorsqu'on représentait des films dans les salles, il y avait toujours un musicien, pianiste ou autre, voire un orchestre qui accompagnait le film. Parfois, ce pouvait être un gramophone qui pouvait être là pour faire de la musique d'accompagnement, voire, pourquoi pas, des chanteurs qui pouvaient être présents derrière l'écran ou sur les côtés de l'écran. Donc, indépendamment donc, d'une musique intégrée au film lui-même. Alors, le film, par conséquent, le cinéma, dès le début, a souhaité montrer, pas entièrement, bien évidemment, puisque les bandes étaient en général assez brèves, a voulu montrer des opéras. Et on note, par exemple, donc, en 1904, dès les débuts, un Parsifal qui était réalisé par Edwin Porter. Je l'ai choisi dans la filmographie d'Enrico Giacovelli du livre, parce qu'Edwin Porter, pour les cinéphiles, est connu davantage pour avoir filmé ce qu'on a rapproché comme étant le premier western, qui était le vol ou l'attaque du Grand Rapide, The Great Train Robbery, donc certains ont peut-être vu ou dont vous avez entendu parler. Donc, dès le début, il réalise en extrait, bien sûr, en modèle réduit, sans doute, un Parsifal d'après Wagner. Et puis, je citerai aussi, parce que c'est l'opéra qui sera peut-être le plus adapté tout au long de l'histoire du cinéma, un Carmen, réalisé par Alice Guy, qui est une réalisatrice française qui travaillait pour la Gaumont, en 1906, qui a été donc répertorié. Mais bien sûr, l'adaptation d'un opéra allait devenir d'autant plus facile
et évidente lorsque le cinéma allait devenir sonore, à partir donc du début des années 30. Alors, dans ce domaine, j'ai également relevé une version de Carmen réalisée en 1932 en Angleterre par Cecil Lewis, qui n'est pas un réalisateur très connu, mais enfin sous le titre Gypsy Blood. On remarque aussi, dans les périodes qui suivent, beaucoup d'adaptations de Verdi en Italie par le réalisateur Carmine Gallone, qui a beaucoup donc, mis à l'écran des films. Par exemple, il y a un Rigoletto ou en 1946 ou Madame Butterfly en 1954. Donc, finalement, dès que le cinéma devient sonore, on est tenté, de même qu'on adapte parfois des pièces de théâtre au cinéma, d'adapter des opéras pour l'écran. Il n'y a pas la télévision à l'époque, donc c'est au cinéma que l'on pourra voir des opéras si on n'y assiste pas, si on n'a pas la possibilité d'y assister dans des salles. Et en même temps, ça fait connaître, bien sûr, ces œuvres, sans compter que j'ai cité Carmine Gallone, qui est un Italien, et que, comme je l'ai montré Fellini dans les déclarations que je citais tout à l'heure, ça fait vraiment partie, l'opéra, de la culture italienne, y compris populaire. Hein. Donc c'est pourquoi, d'ailleurs, dans La Naveva, on voit bien que le peuple est aussi concerné par le chant d'opéra. Alors parfois, donc là, nous avons des opéras qui sont présentés en extrait ou totalement à l'écran, mais il y aura aussi des films où des musiques ou des chants d'opéra interviennent pour accompagner une situation qui peut être tout à fait indépendante d'une représentation d'opéra. Mais alors, en général, elles peuvent être quand même contextualisées. Alors, je citerai dans l'utilisation de l'opéra à l'intérieur du film un exemple connu, c'est La chevauchée des Valkyries de Wagner, qui, par exemple, est entendu dans une scène fameuse de Apocalypse Now, qui n'a rien à voir évidemment avec l'opéra, mais où un personnage parmi les soldats donc, qui mène une attaque d'hélicoptère vont faire retentir à partir d'une bande sonore. Au moment de l'attaque, ils vont faire retentir La chevauchée des Valkyries dans une séquence assez rude et très impressionnante. Donc voilà un cas où l'opéra va intervenir dans le récit du film, même s'il n'a pas de rapport direct. Mais parfois, on va aussi avoir d'autres cas. Je citerai la Wally d'Alfredo Catalani, qui intervient par exemple dans Diva de Jean-Jacques Benex en 1981, et qui est évidemment contextualisé puisque l'un des personnages se trouve être une cantatrice. Et on retrouvera un air de la Wally aussi dans le film A Single Man de Tom Ford en 2008, lors d'une scène assez poignante où le personnage principal va mettre sur son électrophone le disque justement de la Wally. Donc voilà, alors dans ce cas-là, bien sûr, l'opéra, l'air d'opéra est quand même interne à l'histoire, c'est-à-dire il est justifié par un moment à l'intérieur du récit cinématographique. Ça peut être le cas aussi dans des films où les personnages vont aller assister à un opéra. Donc, ça aura une valeur de contexte dans lequel on va entendre, par exemple, un air. On le voit dans Match Point de Woody Allen, par exemple, où quelques séquences se situent à l'opéra, à Londres. Et outre, bien sûr, la bande sonore qui va illustrer aussi le film à un certain moment. Alors, pour terminer donc, cette vision générale sur le lien entre l'opéra et le cinéma, je voudrais qu'on regarde, j'ai découvert une bande-annonce d'un film que je ne connaissais pas. C'est une version de Aïda, de Clemente Fracassi, en 1952, avec Sophia Loren. On peut être étonné. Vous allez dire, Sophia Loren a-t-elle chanté l'opéra? Eh bien, écoutez, on va regarder cette bande-annonce, qui est un peu intrigante et surprenante. Aïda, de Clemente Fracassi. Voilà, moi ça me donne envie de le voir, de découvrir ce film que je ne connais pas. Alors vous avez peut-être d'ailleurs, ceux qui ont vu et La Naveva tout à l'heure et Vogue le navire, on reconnaît d'ailleurs un air, parce qu'il y a un moment donné, vers la fin du film, vers la fin de Vogue le navire, des mélanges de Verdi. Et là, il y a la Guerra, qui est extrait de Aïda.
Alors, donc, vous voyez, déjà en 52, dans ces années 40-50, on voit des opéras entiers, et on va en parler tout à l'heure, dans la manière de les mettre en scène, qui est filmé dans des décors, même extérieurs parfois. Alors justement, je vais aborder maintenant l'équivalent donc de ce qui constitue la première partie dans le livre. Je ne vais pas vous faire toutes les parties, mais juste quelques aspects. C'est l'adaptation d'un opéra complet à l'écran, au cinéma donc, ou à la télévision. Alors il existe en effet plusieurs façons de porter un opéra à l'écran. Alors la première, c'est la captation. La captation directement effectuée lors d'une représentation sur scène. Elle peut être diffusée en direct, à la télévision, ou en duplex dans des salles de cinéma, c'est arrivé, ça arrive parfois, ou enregistrée et rediffusée telle qu'elle s'est déroulée. C'est ce qui se passe d'ailleurs ici au cinéma régulièrement. On vous présente des opéras enregistrés dans des grandes salles du monde et qui sont donc montrés dans les conditions de la représentation scénique. Donc, dans ces cas, on place des caméras à différents endroits de la salle et de la scène, de façon bien sûr à ne pas gêner les spectateurs, et la prise de vue et de son se fait simultanément à la représentation. C'est la première manière donc de filmer un opéra. Mais la représentation peut se faire aussi sur scène ou en studio, sans public, de manière, disons, comme pour une pièce de théâtre d'ailleurs, mais tournée dans les conditions du cinéma. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on pourra prendre le temps de composer les prises de vue, au lieu de les préparer par avance, et on peut faire des reprises, reprendre plusieurs fois une scène, la retourner, disons, faire plusieurs prises, donc, en plusieurs étapes, comme pour la réalisation habituelle d'un film, pour le cinéma. Alors c'est cette solution qui a été choisie notamment par le grand réalisateur Ingmar Bergman lorsqu'il a réalisé en 1975 La Flûte enchantée de Mozart. Il l'a réalisé pour la télévision suédoise, mais étant donné sa notoriété, le film a été repris ensuite en salle en Europe, dans le monde. Et il fait partie véritablement de son œuvre. Précisons d'ailleurs que Bergman a été un metteur en scène de théâtre conjointement à son activité de réalisateur. Il l'a toujours fait jusqu'à la fin de sa carrière. Il faisait toujours simultanément, souvent, des films. Il réalisait souvent ses films l'été et pendant l'année, il montait des pièces de théâtre dans d'importants théâtres suédois. Alors, je cite un peu quelques partis pris de Bergman dans ce film. Le début du film montre justement les visages de spectateurs dans la salle. Ce sont des spectateurs qui sont donc en train d'écouter l'ouverture, puisque pendant l'ouverture orchestrale du film, il ne se passe rien sur la scène. Donc Bergman choisit de filmer les visages de nombreux spectateurs de tous âges et de toutes origines dans ce qui est donc censé être la salle de spectacle. Cette salle d'ailleurs il a choisi une salle dans un château royal, un petit théâtre baroque dans le château de Drottningholm. Et en réalité, il se trouve dans les environs de Stockholm. Et donc, pendant l'ouverture, on voit aussi quelques plans qui montrent le parc au soleil couchant, donc au moment de la représentation, pour entrer dans une certaine atmosphère. Il faut préciser en même temps que, et là on ne peut pas le deviner dès le début, mais qu'en réalité, Bergman a fait reconstruire ce théâtre à l'identique en studio. Pourquoi ? Pour être plus libre de ses mouvements, pour avoir un peu plus d'espace. Donc il a respecté vraiment les conditions de la salle et de la scène, mais en les reconstituant. Donc déjà, vous voyez, il y a une petite tricherie, on pourrait dire, par rapport à l'idée du spectacle filmé sur scène. Et à un moment donné, d'ailleurs, il va s'amuser pendant le film à faire des incursions dans la coulisse. Donc voilà. Et alors, petite précision, je parlais que ce soit d'une captation ou d'une reconstitution en studio dans les conditions du cinéma. Il a mis plusieurs semaines à réaliser
cette version. Donc ce n'est pas du tout les conditions d'une représentation classique. Il faut quand même dire que comme pour une pièce de théâtre, filmer un spectacle scénique, un spectacle revient à superposer, on pourrait dire, une seconde mise en scène à la première. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de théâtre, vous avez le metteur en scène de la pièce ou le metteur en scène de l'opéra, mais le fait de le représenter, de le filmer, va ajouter des visions différentes. Parce que la caméra va imposer des angles de vision qui sont variés, plus ou moins rapprochés des acteurs ou des chanteurs, et par conséquent qui vont faire entrer le spectateur dans le spectacle. Alors que dans une salle, vous vous trouvez toujours à la même place, forcément, comme maintenant. Et vous ne pouvez avoir qu'une vision partielle de la scène. On le sait dans les théâtres à l'italienne, à l'opéra, selon que vous êtes dans le parterre, à l'orchestre, ou dans les loges, ou sur les côtés, ou en face de la scène, vous ne voyez pas du tout de la même manière. Il y a même des endroits quasiment aveugles où vous voyez qu'une petite portion de la scène. Et le spectateur peut évidemment faire sa mise en scène. Il en est réduit parfois à le faire aussi en bougeant. Vous avez votre petite caméra, c'est votre regard. Lorsque vous êtes même en face de la scène, vous allez par exemple focaliser sur un acteur, sur un chanteur à un moment donné, ou bien vous allez balayer la scène comme si vous faisiez des panoramiques ou avoir une vision d'ensemble. Donc vous faites votre mise en scène. Mais cette mise en scène, lorsque elle est portée par un metteur en scène de cinéma ou un réalisateur, eh bien, on va vous l'imposer en quelque sorte. On va vous faire des choix, mais en même temps, on va vous faire entrer beaucoup plus dans l'opéra. Et Bergman, justement, fait beaucoup de gros plans dans son film. Il filme des visages. C'est très propre à son style. D'ailleurs, un de ses films s'intitule « Le visage ». Et il va donc aller au plus près des personnages et des chanteurs. Par moments, il va aussi s'écarter, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, de la scène elle-même et aller vers les coulisses où on a l'impression, quand à un moment donné on regarde le film, on prend conscience, mais ça c'est pas possible, on ne peut pas voir ça sur scène parce qu'il y a beaucoup plus d'espace que ne pourraient en voir les spectateurs sur le théâtre même. Et il y a aussi d'ailleurs donc on peut dire l'espace se dilate par moments en des dimensions beaucoup plus vastes que la scène. Et il y a aussi dans le film des moments qui sont proprement et exclusivement cinématographiques. Par exemple, à un moment, le personnage de Tamino reçoit le portrait en médaillon de Pamina, qu'il va rencontrer un peu plus tard. Et ce portrait, on le voit en gros plan sur l'écran, et il va même s'animer par un trucage à un moment donné. Bon, il est évident que si vous étiez dans une salle d'opéra, ce n'est pas possible de faire ça, à moins d'utiliser le cinéma en adjonction et de mettre des écrans. Mais ça, ce serait des particularités de mise en scène. Voilà, donc on peut dire que toute mise en image est une nouvelle mise en scène. Alors parfois, c'est le cas de Bergman, le metteur en scène de l'opéra se confond avec le metteur en scène du film, mais quand il s'agit d'une captation faite donc sur une scène, il peut y avoir distinction. À ce moment-là, on parlera de metteur en scène pour celui qui met au point les mouvements sur la scène de l'opéra et de mise en image pour le réalisateur, qui aura moins, disons, d'implication dans la mise en scène dans ce cas-là. En tout cas, qu'il s'agisse de Ingmar Bergman ou d'autres réalisateurs dont nous allons parler, eh bien, il y a une totale maîtrise de la mise en scène. Alors, donc, cette flûte enchantée dont nous allons voir, j'avais omis de montrer l'affiche d'ailleurs, que voilà l'affiche donc du film. Alors, je précise que dans ce film, ce sont de vrais chanteurs d'opéra qui ont été recrutés par Ingmar Bergman, qu'il a choisi délibérément pour leur capacité à incarner les personnages et à être aussi des acteurs, ce qui n'est pas toujours si évident. Il y a bien sûr des cas où ce n'est pas possible et où il y a dissociation entre l'acteur et le chanteur. Vous avez vu Sophia Loren tout à l'heure, évidemment, Sophia Loren ne chante pas. Et c'est la grande cantatrice Renata Tebaldi qui la double. Dans le film, d'ailleurs, il est impossible, dans un certain nombre de films, de faire des prises de son directes. C'est le cas également dans Elena Veva. Les chanteurs, vous avez peut-être vu dans le générique final, ne sont pas
ceux que l'on voit à l'écran, ce sont des comédiens qui sont à l'écran et ils sont doublés par des voix de chanteurs ou cantatrices lyriques. Alors, Berman, lui, a donc choisi de faire jouer des chanteurs, mais il leur a quand même fait enregistrer le son auparavant en studio, pour des raisons de facilité de tournage dans ce cas-là. Et là, vous voyez, on s'éloigne évidemment de la représentation en scène. Parce que les efforts vocaux qui vont être faits pour chanter, lorsque vous faites des gros plans, lorsqu'il va vouloir faire des gros plans, seraient peut-être gênants. Et le chanteur va être libéré de la nécessité de l'effort vocal lorsqu'il va jouer devant la caméra. Il va pouvoir chanter, mais il le fera en playback. Donc l'effort n'est pas le même que de porter sa voix sur une scène jusqu'au dernier rang de la salle. Et c'est pareil d'ailleurs pour les mises en scène théâtrales. Et ce qui fait que d'ailleurs, c'est une parenthèse, que lorsqu'on filme une pièce de théâtre sur scène pour une représentation à la télévision ou au cinéma, il peut y avoir une gêne parce que justement le volume sonore de l'acteur est fait pour la salle et ça ne donne pas la même chose lorsqu'on est en train de regarder un film. Donc voilà. Alors cette flûte enchantée, donc où Berman a recours très fréquemment au plan rapproché sur les personnages, eh bien nous allons en voir deux extraits. Donc ici, vous avez les deux personnages donc, de Papageno et Pamina. Et nous allons voir un premier extrait de La flûte enchantée qui va vous montrer les conditions du théâtre avec la scène vue dès le début. Voilà, on va regarder le premier extrait de La flûte. Voilà, donc vous avez vu dès le début le rideau de scène, donc on a vraiment une vue frontale. Berman montre que nous sommes au théâtre, que nous regardons un opéra, et il pose tout de suite la totalité de la scène dans les premières images. Alors on voit un décor en carton-pâte assez naïf, qui est en accord avec la scène de conte un peu pour enfants que représente ici le début, ou du moins de l'histoire de la flûte enchantée. Le côté féerique, et avec un dragon qui poursuit Tamino, qui est plus drôle qu'effrayant en fait. Donc on a vu à la fin également le gros plan, malgré tout, très vite, qui va s'installer sur le personnage, donc le chanteur, qui s'appelle Joseph Köstlinger. On ne le connaît pas bien, mais bon, c'est un chanteur suédois, je le nomme quand même, par principe. Donc, gros plan sur le personnage à la fin de l'extrait. Alors, deuxième extrait fameux qui va nous donner l'occasion d'entendre un air célèbre et toujours agréable à entendre, c'est le personnage de Papageno dans la suite. Nous sommes toujours au début de l'opéra. On va voir quelques autres aspects de la mise en scène. Voilà, donc, vous avez vu que Berman joue ici, dans cette scène, sur la coulisse. Et il choisit d'inventer donc une situation supplémentaire, c'est-à-dire qu'il montre le chanteur, acteur, pris de court presque dans la coulisse au moment où il entend les premières mesures de l'air qu'il va chanter. Il va passer de la coulisse vers la scène, donc manière tout à fait cinématographique de présenter la situation. Le chanteur s'appelle Håkan Hagegård. Et c'est donc un très bon choix, je pense, ici pour le comédien qui joue ce rôle. Vous avez vu donc aussi l'importance des gros plans déjà. Donc ça ne peut être qu'une mise en scène de cinéma. Et on voit même apparaître à un moment donné le personnage de Pamina qui ne connaît pas encore. Et c'était une sorte d'annonce, une anticipation dans la narration de l'opéra qui n'apparaîtrait pas sur une scène, évidemment. Alors, en ce qui concerne donc les mises en scène, vous pouvez aussi avoir le cas des cas où le studio va reconstituer entièrement les scènes de l'opéra. C'est le cas des contes d'Hoffmann qui ont été portés à l'écran en 1951 par l'anglais Michael Powell et son co-réalisateur Emmerich Pressburger, qui ont donc adapté les contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, entièrement dans un studio, dans des espaces multiples de décors, dans les studios de Shepperton en Angleterre.
Et donc là, le film est tourné comme un film de cinéma, donc dans des conditions très importantes de mise en scène, mais uniquement en intérieur. J'ai trouvé une déclaration dans le livre justement à propos de ce film et sur ce que disait donc Michael Powell à propos de son choix. Nos plans étaient minutieux, on pouvait changer de scène en quelques minutes, aucune attente, c'était comme une production idéale sur une immense scène d'opéra. Donc ce n'est pas la scène d'opéra, mais c'est beaucoup mieux pour eux parce qu'ils disposaient d'un espace très, très vaste pour donner donc lieu à ces scènes des contes d'Hoffmann. Alors, évidemment, maintenant, un autre type de transposition, celui qu'on connaît peut-être le mieux, c'est le cinéma qui va donner de l'air à l'opéra, à la mise en scène, en sortant des limites du théâtre, pour tourner en décor naturel. Ce qui est une manière, on va dire, d'allier l'artifice constitutif de l'art lyrique à une forme de réalisme des lieux et d'imprimer un cachet plus cinématographique. C'est ce qu'on a vu visiblement dans la Aïda, dont on a montré la bande-annonce. Alors, ce choix a été fait, par exemple, par Joseph Losey dans sa mise en scène de Don Giovanni en 1979, qui a été réalisée à l'époque donc à l'initiative de Rolf Liebermann, qui était un directeur d'opéra, musicien lui-même. Donc, la volonté, c'était de démocratiser l'opéra, de le faire voir au plus grand nombre de gens. Et alors, Losey, à ce moment-là, a tourné en Italie du Nord, à Vicence, et dans ses environs, et il a pris notamment pour décor les villas de l'architecte de la Renaissance, Andrea Palladio. Alors ce sont des décors, par conséquent, très choisis, qui peuvent donner une impression d'opéra, notamment aussi dans les intérieurs. Il a tourné également dans la lagune de Venise et dans les îles de Murano et Torcello. Mais il propose souvent des lieux recomposés, comme dans beaucoup de films. C'est-à-dire que ce que l'on voit à l'écran, il y a des raccords entre des espaces qui, dans la réalité, sont tout à fait distincts. Donc c'est la magie du montage cinématographique, on peut dire, qui crée une nouvelle topographie. On pourrait dire qu'il ne s'agit donc pas tant de donner du réalisme à l'opéra, dans ce cas-là, que de créer des effets de réel, qui sont conjoints à l'artifice, puisqu'il est évidemment tout à fait artificiel de voir des personnages qui chantent dans une situation de la vie courante. Alors donc c'était voilà, je voulais montrer la fiche de Don Giovanni, et nous allons en voir. Voilà, donc c'est un des films les plus célèbres qui a été réalisé pour le cinéma. Et je précise, on l'a déjà vu pour Ingmar Bergman, on l'a dit pour Luchino Visconti, et bien Joseph Losey, alors lui a débuté aussi comme metteur en scène de théâtre. Donc on voit bien qu'il y a des passerelles très fréquentes entre les formes d'expression du théâtre, du cinéma, voire de l'opéra. Alors Losey a d'ailleurs été requis par Liebermann aussi, après son Don Giovanni, pour réaliser une mise en scène à l'Opéra Garnier à Paris. Il a fait une mise en scène de Boris Godunov en 1980. Alors nous allons voir un extrait donc maintenant de Don Giovanni, où l'on voit Don Juan et le Porello sur les traces d'une nouvelle conquête. Alors donc, vous voyez, une mise en scène tout à fait en extérieur. Au début, on voit arriver donc Don Juan et le Porello, interprétés par Ruggero Raimondi et José Van Damme. Et on a un mouvement de caméra qui les suit en panoramique, en accompagnant leur progression. On est dans un décor, on peut dire, naturaliste, rural, campagnard. Leur dialogue est en récitatif, conformément à l'opéra, dans le premier temps. Ils entrent dans une maison, montent un escalier. On peut remarquer au passage l'aparté, l'adresse théâtrale, donc l'aparté théâtrale de le Porello vers le public, qui est aussi en regard caméra. Donc là, il y a une adaptation évidemment d'un aspect spécifique aussi et rare au cinéma. Quant à Donna Elvira, dans Kiri Te Kanawa, elle est dans un espace beaucoup plus végétal, dans un cadre verdoyant, en accord avec le lyrisme plaintif de son chant. On constate donc une dimension plus bucolique. On pourrait dire qu'elle se distingue de l'aspect plus minéral de construction dans lequel évoluent Don Juan et le Porello, ce qui est assez, là aussi, caractéristique d'une mise en scène cinématographique.
On pourrait même aller jusqu'à y voir une opposition entre le masculin et le féminin dans les deux décors. Par ailleurs, on voit que dans cette scène, en tout cas, Donna Elvira est tout en blanc, alors que Don Juan est en noir et Leporello en gris. Donc il y a toute cette palette de couleurs différentes. Lors d'un plan aussi éminemment cinématographique, on peut voir l'écart qui les sépare lorsque, à un moment donné, on voit Elvira qui marche en hauteur par rapport aux deux autres personnages qui sont en contrebas et donc qui sont vus en plongée. Donc c'est vraiment une mise en scène et un regard typiquement cinématographique. On peut dire que les lignes mélodiques à ce moment-là se croisent et la direction de la marche, elle, évolue dans la même direction, suivie par un travelling. Alors les discours divergent, la marche évolue dans le même sens, jusqu'au moment où les personnages vont plus ou moins se rejoindre, les deux lignes vont se rejoindre. On va voir Elvira en premier plan à un moment donné et les deux personnages donc masculins un peu en arrière. Et puis dans la fin de l'extrait, vous avez pu voir aussi un élargissement alors du cadre vers un paysage beaucoup plus étendu. Et là aussi, avec un regard donc purement de cinéma qui montre cet arrière-plan de fuite sur le décor. Et un peu plus tard, après cet extrait, d'ailleurs, les personnages vont finalement se confronter et il va y avoir une scène de reconnaissance. Alors, vous avez peut-être compris que dans l'extrait, à un moment donné, donc, Don Juan n'a pas identifié Donna Elvira, il pense faire une nouvelle conquête alors qu'elle se plaint d'avoir été abandonnée par lui précédemment. Donc évidemment, il ne souhaite pas du tout la rencontrer, il va être très surpris lorsqu'il va voir qu'il s'agit d'Elvira. Alors voilà donc un exemple très caractéristique vraiment d'une mise en scène extérieure où le cinéma va apporter quelque chose de nouveau par rapport à l'opéra. Ce que les puristes n'ont pas forcément toujours apprécié d'ailleurs. Bon, évidemment, tout peut se discuter, mais on sort évidemment du cadre traditionnel de l'opéra. Alors, il y a eu une tendance dans les années 80-90 à adapter beaucoup d'opéras ainsi au cinéma. On a pu voir, par exemple, un Carmen de Francesco Rossi, qui a été, donc l'opéra de Carmen a été adapté d'après l'œuvre de Bizet, aussi en extérieur, totalement en extérieur, avec Julia Migenes-Johnson et Placido Domingo notamment. Autre exemple, un Boris Godunov de Moussorgsky, réalisé par Andrei Jolavski en 1989. Alors, ces opéras ont souvent été d'ailleurs occasionnés, voulus par le producteur de la Gaumont, Daniel Toscan du Plantier, qui a beaucoup œuvré pour ces représentations d'opéra à l'écran. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à un autre aspect de... Donc, c'est une image là, de Boris Godunov, je pense que vous voyez. Oui, on voit d'ailleurs un incendie. Alors, Zulawski a d'ailleurs joué aussi sur le mélange de décors intérieurs et extérieurs, avec des moments où il a exhibé, même par moments aussi, le dispositif de mise en scène et de tournage. Il a précisément joué sur le côté clos et le côté plus réaliste des extérieurs. Je vais donc parler maintenant, aborder l'opéra comme acteur du film. Alors de quoi s'agit-il? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque l'opéra ne va pas être représenté intégralement dans le film, mais il y aura un moment où l'opéra va intervenir dans des films de genre parfois très différents et avoir un rôle déterminant dans l'évolution de l'action du film. Et pour premier exemple, nous allons justement voir un extrait d'un film célèbre de Luchino Visconti, dont j'ai dit qu'il avait mis en scène aussi des opéras à la Scala de Milan en particulier, avec Callas beaucoup, très souvent. Alors l'extrait est nous allons voir un extrait de Senso, un film de 1954, qui débute justement sur la scène, non pas de la Scala ici, mais de la Fenice de Venise, avec une représentation du Trouvère. Voilà, regardons cet extrait. Bon, le film commence sur la scène de l'opéra, donc. C'est une représentation du Trouvère de Verdi. On est à la Fenice, à Venise. Vous avez vu un carton en surimpression qui indique le contexte historique, donc printemps 1866, dernier mois de l'occupation autrichienne. Alors là, on pourrait dire que l'opéra est un catalyseur de la révolte politique et qu'il va avoir aussi une importance
dans l'action du film. Les personnages n'ont pas encore été, les principaux personnages ne sont pas perçus dans l'extrait que nous avons vu, mais ils sont dans ils assistent à cette représentation. On remarque dans l'extrait l'interférence entre la scène et la salle de manière évidente, et on voit le chanteur qui, avec un passage dans le même mouvement de caméra, de la scène vers la salle, par un accompagnement panoramique justement. Le chanteur lance son chant di quella pira, donc du trouvère, et il semble s'adresser d'un air combatif autant à des personnes de la salle qu'à son auditoire fictif dans l'opéra. Donc on voit bien que cet échange entre scène et salle va devenir de plus en plus manifeste. On remarque les plans de description très précis des loges de l'opéra. Et il faut dire que la séquence a été vraiment tournée à la Fenice. J'ai dit tout à l'heure que Bergman avait fait reconstituer le théâtre de Drottningholm dans un studio pour tourner plus facilement, pour être plus libre de son tournage. Eh bien, Visconti a voulu tourner cette séquence de Senso dans la Fenice. Et à tel point d'ailleurs qu'il faut savoir que le théâtre, l'opéra a été détruit par un incendie pour une deuxième fois dans son histoire, au moins sa deuxième fois, en 1996. Et les architectes qui ont été chargés de la reconstruction et donc de la reconstitution du théâtre se sont appuyés notamment sur ce film pour refaire le théâtre, puisqu'il avait été filmé très précisément lors de cette séquence de Senso. Donc la salle est un lieu de manifestation et d'insurrection, vous avez pu le voir, avec le lancement des petits papiers aux couleurs de l'Italie. Et l'opéra est donc imbriqué ici intimement à la situation politique et à l'action du film qui se déroule dans la salle. Et on voit aussi, bien sûr, le rôle très important, encore une fois, de l'opéra et de Verdi dans la culture italienne. Alors, pour continuer, je vais essayer de ne pas trop m'attarder, parce que je pense que peut-être j'arrive en bout de... encore quelques minutes. On va voir un extrait d'un autre film, alors où l'opéra a un rôle très déterminant dans l'action, mais de façon totalement différente et dans un cadre alors tout à fait déconcertant. Il s'agit du film de Werner Herzog, Fitzcarraldo, de 1982. Alors nous allons voir un premier extrait où l'opéra va être entendu en pleine jungle amazonienne. Alors, le film raconte donc l'entreprise un peu folle d'un fou d'opéra, peut-être un peu fou tout court, Brian Sweeney Fitzgerald, dit Fitzcarraldo, qui vit en Amazonie au début du XXe siècle et qui a pour ambition, pour projet, pour idéal de construire un opéra en pleine jungle à Iquitos, au Pérou. Et donc là, il est en expédition sur un bateau. Et à un moment donné, on entend des tambours de tribus potentiellement hostiles, de guerriers locaux, qui pourraient s'avérer dangereux pour eux. Et donc, il va installer un gramophone sur le pont du bateau, comme vous l'avez vu, pour faire écouter Caruso. Entreprise assez incroyable. Et on se demande quelle en est l'intention, de faire, en tout cas, de superposer à ces bruits de tambour le chant de Caruso, chanteur célèbre, qu'il est allé écouter d'ailleurs au début du film à l'opéra de Manaus. Il en est évidemment totalement fan. Et donc on va voir que finalement dans cet extrait où l'on entend Caruso qui chante Le Rêve, extrait de Manon, l'opéra de Massenet, eh bien le silence va se faire dans la jungle de manière tout à fait inattendue, miraculeuse presque, comme si ces tribus soudain étaient captivés par cette voix venue d'ailleurs, venue d'on ne sait où. Mais en fait, ils sont aussi captivés, on le verra plus tard, par le bateau. Ça, on le saura après. Et donc, on dirait que l'opéra a ici une vertu apaisante. Et en tout cas, on est évidemment frappé par le contraste très puissant entre le cadre de la jungle et cette voix d'opéra qui surgit soudain du bateau. Donc,
on voit bien que l'opéra intervient donc de manière très différente selon les films, dans des films de genre très divers, comme on a pu le voir avec le film Senso, film historique qui se déroule donc au XIXe siècle, ou ici un film presque on peut dire d'aventure en pleine jungle. Il y a d'autres cas, évidemment, ou d'autres contextes où l'opéra peut intervenir de manière active dans le film. Et va donc modifier des éléments de l'intrigue. Alors pour terminer, avant la fin, je vais quand même dire quelques mots du Carmen que certains verront peut-être tout à l'heure, film de Carlos Saura de 1983. Ce n'est pas la reprise intégrale de l'opéra de Bizet, comme le fera plus exactement Francesco Rosi. L'année, je ne sais plus maintenant, je me suis un peu perdu dans mes dates, mais je crois que c'est après qu'il va faire le Carmen. Donc Saura raconte en fait une histoire qui s'inspire de l'opéra et qui va se dérouler sur plusieurs niveaux. Les protagonistes étant une troupe de danseurs qui montent une chorégraphie flamenca. Alors le chorégraphe du film en est l'interprète, il s'agit d'Antonio Gades, et le film joue sur les divers niveaux de réalité et de fiction, en incluant bien évidemment des aspects de l'opéra de Bizet. Par conséquent, on voit dans le film l'importance déterminante quand même, bien sûr, de l'opéra de Carmen. Et c'est on va dire, une nouvelle version donc qui est inspirée à la fois de la nouvelle de Mérimée et de l'opéra de Bizet. Carmen, d'ailleurs, qui signifie le prénom, le chant. En latin, n'oublions pas. Voilà, donc vous allez découvrir tout à l'heure ce film. Et je voudrais terminer, en fait, en musique, en images et en musique, avec un deuxième extrait de Fitzcarraldo. Je vous quitterai sur ces images. Juste pour contextualiser, pour finir, c'était donc un moment où Fitzcarraldo a fait retaper le bateau après son exploit, sa tentative donc dans la jungle. Il n'a pas réussi vraiment à réaliser son projet, mais il fait venir une troupe d'opéra, vous avez vu, sur un bateau. Et donc c'est la fin du film dans laquelle il réunit cette troupe pour une représentation sur le fleuve, en plein air, tout à fait surréaliste, on peut dire, avec une population de spectateurs sur les rives de l'Amazone. Voilà, bonsoir, merci.